Voilà, donc on va commencer cette deuxième partie de notre rencontre avec notre premier invité qui est Christian Escriva. Alors, Christian Escriva est un botaniste, spécialiste des plantes médicinales et auteur de divers livres sur ce sujet. Il a fait des études de physique, de philosophie et de psychanalyse, et notamment de mathématiques à l'Université de Montpellier, où il a fait la connaissance d'Alexandre Grothendieck en 1973. Depuis leur rencontre, ils ont nourri une forte amitié qui s'est étendue sur une période d'environ 10 ans. Et lors de leur conversation, ils ont eu de nombreux échanges sur une grande pluralité de thèmes, comme on le verra dans la conversation. Et Christian a récemment terminé la rédaction d'un ouvrage qui relate de leur correspondance entre 1975 et 1989 et qui reproduit 76 lettres de Grothendieck, écrites à lui-même pour la plupart ou à Odile Salantin. Ce livre, qui est provisoirement intitulé L'aventure intérieure, va paraître pour Odile Jacob avant la fin de l'année. Et je vous le recommande vivement car il offre un témoignage unique sur la dimension humaine de Grothendieck et sa vision du monde. Donc, bienvenue Christian, c'est un grand plaisir de vous avoir ici avec nous. Donc, je vais commencer par vous demander d'évoquer les circonstances dans lesquelles vous avez fait la rencontre d'Alexandre Grothendieck. Oui, donc à l'automne 1973, j'ai entrepris une année de licence en mathématiques à la faculté de Montpellier, bien que ma spécialité était plutôt la physique théorique. Et j'avais quelques connaissances de son nom et j'ai appris fortuitement qu'il venait d'arriver à la faculté de Montpellier. J'ai ensuite su qu'il s'était installé l'été précédent dans la région, près de Montpellier, l'Odève. Et donc, j'étais très interpellé par son enseignement, sa présence, sa personnalité, et j'ai assisté à différents cours qu'il donnait alors en deuxième année. Il y avait une situation un petit peu particulière parce qu'on se demandait comment un mathématicien de ce niveau pouvait avoir été relégué dans un enseignement de deuxième année en faculté. Et pendant cette année-là, donc, j'ai pas eu de contact personnel vraiment significatif avec lui. Et en 1974, un an après, j'ai étudié une année dans une faculté à Paris, à l'Université Paris 6, et j'ai commencé à lire avec beaucoup de soin et d'attention les textes de Survivre et Vivre. J'en ai fait une lecture systématique et ils étaient alors disponibles sous forme des petits fascicules qui avaient paru quelques années auparavant et qui depuis ont été édités par Céline Pessis dans un volume qui s'appelle Survivre et Vivre aussi. Et donc, j'ai été interpellé par tout le débat d'idées, les préoccupations sur l'écologie, les préoccupations sur l'éthique, sur l'avenir de l'humanité, les difficultés terribles dans lesquelles certains sentaient, dont Alexandre. Excusez-moi, je l'appelle Alexandre, je suis incapable de l'appeler Grothendieck, je l'appelle Alexandre. Donc Alexandre, évidemment, était extrêmement inquiet de la situation mondiale et j'ai étudié ces textes profondément. Et puis, à la fin de l'été 1975, je lui ai écrit pour lui demander une entrevue parce que je voulais évoquer avec lui les questions d'éthique et puis certaines questions plus larges qui touchaient aux limites, si elles existent, de la connaissance scientifique. Donc, en fait, au départ, c'était des questions véritablement personnelles que je me posais parce que je ne me sentais pas très clair dans le choix d'une carrière scientifique. Donc, c'est par cette porte-là que je suis rentré et j'ai passé 2 ou 3 journées chez lui. Donc, c'était, je crois, début septembre 1975. Et là, nous avons noué un lien immédiat et profond
qui s'est poursuivi avec une très grande intensité pendant une dizaine d'années et qui est reflété dans cette correspondance, bien que une des particularités, c'est qu'il y a seulement les lettres qu'il m'a écrites. J'en ai égaré quelques-unes, mais la majorité est reproduite. Je les ai gardées, ces lettres. Et bien sûr, il n'y a pas mes lettres. Alors que mes lettres étaient extrêmement volumineuses, puisqu'il m'a dit vers 1983 ou 84, il m'a dit que j'étais un de ses correspondants les plus prolifiques qu'il ait eu, c'est-à-dire on s'écrivait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on ne se voyait pas. Et au moment, dont c'est Jean Magloire qui pourrait peut-être le dire, mais quand il s'est préparé à quitter la maison des Haumettes à Montmoiron en 1991, il a brûlé une grande quantité de lettres et de documents personnels. Et je crois que mes lettres ont fait partie de cette destruction. Mais les conversations avec lui m'ont tellement profondément marqué, je pourrais dire pourquoi. Elles m'ont tellement profondément marqué que j'en ai un souvenir précis et j'ai pu restituer le contenu de nos discussions. Et de toute façon, ces lettres, à la lecture de ces lettres, on voit bien de quoi on parlait. Donc, c'est dans ces conditions dans lesquelles je l'ai rencontré pour la D'accord. première fois. Oui. Donc en fait, son militantisme dans le groupe écologiste Survivre et Vivre a joué un rôle fondamental pour vous approcher de lui. Oui, c'est Donc ça. voilà, et en fait, cette sensibilité qu'il avait, une sensibilité très forte pour la nature, pour l'environnement, pour les problèmes qui posaient la préservation de l'environnement par les hommes, mais ce sont des préoccupations que j'imagine il a beaucoup partagées avec vous. Et en fait, en ce qui concerne aussi l'intérêt pour les plantes, c'est aussi un thème de discussion que vous aviez en commun déjà à cette époque ou peut-être ultérieurement, parce qu'on sait que surtout dans la dernière partie de sa vie, il s'est beaucoup rapproché des plantes, il a en quelque sorte construit une véritable relation avec les plantes par une approche intuitive qui en fait s'apparente beaucoup à votre propre démarche. Oui, là, il y a une avalanche de questions dans ce que vous venez Oui, de dire. Donc, au départ, c'était quand même une réflexion sur l'éthique. oui. Et il avait un point de vue extrêmement critique à l'égard, on va dire, des dispositions dans lesquelles les scientifiques faisaient de la recherche. Il tenait des propos même qui étaient extrêmement violents et qui ressortent par exemple dans La clé des songes, quand il dit que ces 25 années de mathématiques sont des années de stagnation spirituelle quasi complète. Donc, évidemment, là, on voit tout de suite que c'est contradictoire avec ce que disait Fernando Zalamea, qui disait que pour comprendre l'œuvre de Grothendieck, il fallait comprendre les mathématiques. Moi, je ne pense pas du tout que pour comprendre l'œuvre de Grothendieck, il faut comprendre les mathématiques. C'est-à-dire que la réflexion éthique et philosophique qu'il habitait et qui ressort de tous nos dialogues tellement approfondis et presque obsessionnels poursuivis pendant des années, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de mathématiques. Il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est la connaissance scientifique, quelles sont les limites, quel est le mode d'entendement qui est impliqué dans la connaissance scientifique telle qu'elle existe. Ça ne veut pas dire que la connaissance scientifique, ce qu'on appellera connaissance scientifique dans 50 ans ou 100 ans, ce sera pareil qu'aujourd'hui. Mais la connaissance scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui a fait l'objet de moult discussions que nous avons eues. Et lui, il me semblait, enfin, c'est plus qu'il me semblait, il l'écrit de toute façon, qu'il y a vraiment une différence qualitative entre la démarche scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui et ensuite ce qui relève de ce qu'il appelle une réflexion spirituelle, on va dire. Donc, cela, il ne l'a pas inventé,
Parce que chez un philosophe comme Spinoza, par exemple, il y a un niveau de connaissance qui relève de la raison, ce qu'il appelle la ratio, et puis ensuite il y a un niveau de connaissance qui relève de l'intuition. Et lui-même disait que la frontière entre les deux lui semblait floue. Il a écrit quelque part, je ne sais pas si c'est dans une lettre qu'il m'a écrite ou bien dans La Clé des songes ou dans Récolte et Sommeil, il a écrit quelque part qu'il n'a jamais très bien résolu la question de savoir si ce qu'il faisait était d'ordre spirituel, mais qu'il lui semble que dans les mathématiques telles qu'il les faisait, une dimension spirituelle, donc là je le cite, une dimension spirituelle n'était nullement absente. Oui, oui, oui. Mais donc, vous parlez de cette critique radicale de la science qu'il a commencé à développer à partir des années 70. Mais en fait, disons, au début, c'était une critique très, très forte, presque violente, on pourrait dire. Mais en fait, si je comprends bien, au fur des années, ça s'est un peu assoupli. Et en fait, d'ailleurs, il a jamais abandonné en fait la science. Il a continué à faire des mathématiques, même si pas de la même façon, de façon plus personnelle et moins structurée, moins institutionnalisée qu'auparavant. Mais bien sûr, sa passion pour la science ne pouvait pas le quitter. Donc, en fait, vous avez témoigné aussi de cette évolution dans sa vision du monde. Oui, il n'a jamais pu arrêter de faire des mathématiques parce que les mathématiques étaient consubstantielles à sa personne. Mm. Mais dans les échanges et dans sa vie, on sentait que ce qui l'animait vraiment relevait de questions existentielles et philosophiques et spirituelles. Et il décrivait les mathématiques comme une ornière dans laquelle il pouvait se laisser glisser, et parfois avec facilité, et parfois il parlait même des mathématiques comme d'une maîtresse exigeante qui le rappelait à l'ordre dès qu'il l'abandonnait. Mais il traversait de longues périodes sans faire de mathématiques. Et par exemple, pendant toute la période d'effervescence philosophique qui a eu lieu d'avril 79 au début de l'automne 79, pendant laquelle il a rédigé son fameux ouvrage qu'il a détruit, sauf l'épilogue qui est reproduit à la fin de mon livre, qui est inédit. Pendant toute cette période-là, qui a duré pendant des mois, il méditait sur le Tao Te Ching, dans le livre de Lao Tse, et ce livre lui avait profondément parlé parce qu'il lui avait permis de formuler d'une manière qui est ensuite ressortie dans Récolte et Mm. Semailles et La Clé des Songes, et puis que Fernando Zalamea a très bien expliqué, c'est-à-dire il a pu formuler la manière dont il faisait des mathématiques, c'est-à-dire cette forme d'écoute, cet état, ces dispositions de type yin. Donc Oui, pendant cette période-là, c'est un exemple, mais je pourrais en citer d'autres naturellement, pendant cette période-là qui a duré des mois et des mois, il prenait un recul par rapport aux mathématiques. Et là, on avait vraiment l'impression, évidemment, que dans les mathématiques, il était parfaitement à l'aise. Il nageait comme dans un poisson dans l'eau, naturellement. Vous voyez, dans ce qu'il appelait le monde des idéalités mathématiques, où il parlait de la fascination pour le monde mathématique. Évidemment, il était comme un poisson dans l'eau, mais tout ce qui concernait des questions philosophiques et une prise de recul par rapport à ce qu'est la connaissance scientifique et ce qu'elle implique en nous, quelle dimension elle implique en nous, moi j'ai toujours eu l'impression, et on en a parlé des centaines de fois jusqu'à, vous voyez, ça revenait, ça revenait, ça revenait, parce que c'était une question qui m'obsédait. Comment se fait-il si la connaissance scientifique a une prétention à l'universalité, comment se fait-il que la société humaine et la nature soient arrivées dans un tel état de délabrement mm, et que notre vie même soit en péril?
Oui, 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 tout à fait. Non, c'est très intéressant cette réflexion sur le fait qu'on puisse faire de la science tout en étant dans un état de stagnation spirituelle, disons ça, c'est le terme l'un des termes qu'il utilisait, ou en tout cas sans avoir vraiment cultivé sa vie intérieure. Donc en fait, vous l'avez vraiment connu au moment de sa vie où il a approfondi la méditation. C'est vraiment cette activité qu'il considère comme l'une des plus importantes dans sa vie. Et donc, j'imagine que vos échanges, en fait, ont concerné surtout des questions philosophiques. Donc, en fait, j'aimerais beaucoup que vous évoquiez vos échanges au sujet des penseurs orientaux qui l'ont tant inspiré. Oui. Oui, donc là, évidemment, le seul problème, c'est la concision. Mais je peux dire quelques mots. Encore, oui, Il avait lu, enfin, un auteur majeur. Parce que là, il faut d'abord dire quelque chose. C'est que La Clé des Songes, c'est merveilleux que ce soit édité aux éditions du Sandre, il y a quelques mois. Il y a un problème majeur, c'est qu'il n'y a que la moitié du livre. oui. Parce que La Clé des Songes, là, il y a 300 ou 350 pages qui représentent à peu près 500 pages de la version lisible sur Internet, mais les 500 autres pages qui représenteraient encore, si c'était édité, 300 ou 350 pages, elles contiennent ces réflexions sur des penseurs absolument majeurs qu'il appelle des mutants et que pour la plupart, pendant nos 10 années de réflexion, nous avons lu et relu et médité et discuté, parce que ce que Fernando Zalamea expliquait tout à l'heure, le passage du particulier au global, euh, la- en fait, il le faisait pour tout. C'est-à-dire quand il lisait un auteur, il le lisait, il le décortiquait jusqu'à le réduire, jusqu'à le déshabiller complètement et jusqu'à ce qu'on puisse résumer un enseignement, par exemple philosophique, en quelques mots. Donc, cela, il le fait dans La Clé des Songes et il le fait pour des auteurs majeurs qu'il appelle des mutants. Et donc, les mutants, ça veut dire des êtres humains qui auraient déjà vécu ou qui seraient encore en vie et qui auraient une forme de conscience particulière dont il dit que dans les siècles ou les millénaires à venir, si l'humanité continue d'exister, ce sera une forme de conscience qui sera possédée par tout le monde. Donc ça, c'est une idée qu'il a vue, il n'a pas inventé, il l'a vue chez le médecin personnel du poète américain Walt Whitman, qui est Richard Maurice Bucke, qui a écrit un livre qui s'appelle Cosmic Consciousness. Et Cosmic Consciousness, il m'avait donné ce livre à lire de manière impérative en me disant, tu me dis ce qu'il y a dedans, tu me le résumes, tu le lis, etc. Il m'avait donné un ordre et il avait juste parcouru. Et ce livre lui avait été donné lors d'une conférence qu'il avait faite aux États-Unis en 72-73. Et en fait, c'est dans ce volume-là, Cosmic Consciousness, qu'apparaît le concept de mutant. Et donc, les mutants, il les examine, et il y a des mutants vraiment très importants qui ont une énorme importance pour Alexandre, c'est euh, Krishnamurti, par exemple. Et là, on se heurte à une difficulté, c'est que les auteurs dont il parle, ils ne sont pas lus en France par les personnes du milieu académique. Qui a lu Krishnamurti? Qui a lu Ramakrishna? Qui a lu Richard Maurice Bucke? Qui a lu Walt Whitman? Qui a lu Ney, vous voyez? Qui a lu Rudolf Steiner? Donc là, ça ne fait pas partie de notre fond de culture occidentale. Et c'est vrai qu'il allait chercher plutôt, en tout cas années 70, début des années 80, et milieu des années 80, il a plutôt cherché du côté des philosophes ou des penseurs ou des mystiques orientaux. Et c'est plus tard, semble-t-il, qu'il a aussi lu Sainte Thérèse d'Avila et puis qu'il a lu, par exemple, des penseurs chrétiens ou des mystiques chrétiens ou qu'il a lu Teilhard de Chardin. Par exemple, à l'époque où nous nous fréquentions, il n'avait pas lu Teilhard de Chardin, il n'avait pas lu non plus Sainte Thérèse d'Avila. Donc, moi, je trouve que un des penseurs, pour répondre à votre question, un des penseurs les plus marquants, ça a été Krishnamurti, que personne ne lit, en tout cas dans le milieu académique. Et ce que dit Krishnamurti, c'était un penseur qui était à l'arrière-plan de toutes nos discussions parce que justement, il examine ce qui est de l'ordre de la pensée et ce qui est de l'ordre de la non-pensée, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la vision. Vous aussi, vous utilisez le terme vision
quand vous parlez des topos. Et là, justement, on a l'impression qu'avec les topos, vous êtes juste à la frontière de ce que lui appellerait le monde spirituel, vous voyez. Donc là, sur chacun des penseurs, pour répondre à votre question, il y aurait énormément à dire. Par exemple, sur Carpenter et sur l'importance de la sensorialité dans la connaissance que nous pouvons avoir des choses et dans le ressenti qu'on peut avoir du vivant. Oui, oui. En fait, l'exercice de la sensibilité était un thème tout à fait central, non? Cette capacité de réceptivité, d'écoute. Donc, Oui, en fait, les philosophies qui sont les plus proches d'une telle démarche sont effectivement ces philosophies orientales. Et en fait, oui, sauf que, ouais. oui, sauf que le terme sensibilité, je trouve qu'il faut s'en méfier un peu parce que ça rabat trop sur sur la subjectivité, Ah oui, c'est-à-dire la oui. relativité. Et là, de la même manière que vous parlez d'une vision à propos des Oui, topos, on peut avoir au niveau moral, par exemple, quelque chose, une connaissance qui relève de la vision, comme par oui, exemple dans l'éthique de Spinoza, ce n'est que ça. oui. C'était surtout dans le livre 5 de l'éthique de Spinoza, c'est vraiment les choses, c'est les concepts moraux. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté, vous voyez? Qu'est-ce Ah que oui, c'est oui, oui. que C'est-à-dire, le but, c'est toujours c'est la d'arriver à vision? l'universel. C'est-à-dire la vision directe de quelque chose qu'on rattache à un certain concept, mais ça relève de quelque chose qui est vrai. C'est ce que Spinoza, dans le traité sur la fin de l'entendement, il appelle une idée vraie. C'est-à-dire on est capable d'idée vraie, on est capable de vision, on est capable de perception au-delà de tout ce qui peut nous être personnel et tout ce qui peut être relatif et tout ce qui peut constituer ce que les psychanalystes appellent des projections. Bah oui, oui, oui. Donc, en fait, cette recherche d'archétypes, d'objets universaux, ça a eu une influence très marquante sur vous, si je comprends bien. Oui, considérable. Par exemple, dans l'exposé de Fernando Zalamea, quand il parlait des archétypes, évidemment, Alexandre aussi, il parlait de ce qu'on appelle les essences. Les essences, c'est un terme platonicien ou repris par Spinoza. Et on a l'impression que lui, il cherchait constamment à réduire quelque chose jusqu'à y attacher un mot qui vraiment permettait une compréhension globale de quelque chose. Et ensuite, évidemment, cette chose-là peut se décliner en une infinité de possibles. D'accord. Oui. Donc, je crois que nous avons plus ou moins épuisé, malheureusement, parce que je parlerai pour des heures avec vous. Nous avons épuisé le temps à notre disposition, mais on peut prendre quelques questions du public. Donc, nous avons 5 minutes pour des courtes questions, si vous en avez. N'hésitez pas à les poser dans, dans la fenêtre. Alors, il y a une remarque. David Bohm dialoguait avec Krishnamurti. Une remarque de Stéphane Dugasson. Ouais. Oui, oui, le livre de David, les dialogues de David Bohm et de Krishnamurti, qui sont lisibles en ligne, ont été publiés il y a longtemps aux éditions du Rocher. Je connais très bien ce livre, je l'ai lu. Bon, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer Krishnamurti aux États-Unis, en Angleterre, pendant mes années d'amitié avec Alexandre. Et justement, ce qui est intéressant, c'est le dialogue entre Krishnamurti et un scientifique comme David Bohm et puis comment Krishnamurti parle de vision. Donc, pour reprendre votre terme, il parle de vision. Et quand il parle de vision pénétrante, ça veut dire une conscience qui est totale et entière, sans conflit, sans, comme dit Alexandre, comme disait Alexandre, sans division. Il aimait beaucoup ce terme, ne pas être divisé, être entier, être clair, on peut dire, pour parler simplement. Et David Bohm lui demande à Krishnamurti, mais finalement, est-ce que vous concédez quand même aux scientifiques une capacité de vision? Et Krishnamurti dit bien que la connaissance scientifique, elle peut relever de ce qu'il qualifie d'une vision partielle. C'est-à-dire le scientifique, il a aussi des lueurs. Mais le mode d'entendement dont Krishnamurti parle, c'est quelque chose qui est au-dessus. Et c'est ce que Alexandre explore dans La Clé des songes.
Oui. Oui, en fait, une remarque qu'on peut faire sur votre livre de correspondance, c'est qu'on y trouve en quelque sorte beaucoup de germes d'idées qu'après sont développées à la fois dans Récolte et Semailles et dans La Clé des songes. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir les idées qui commencent à se former et à un niveau purement philosophique, hein. Donc, en fait, on découvre un Grothendieck penseur qui s'intéresse de psychanalyse, qui s'intéresse de sociologie, d'éthique et de toutes sortes de thèmes. Donc, c'est une lecture merveilleuse que je vous conseille vivement. Donc, on attend avec impatience la sortie de votre livre pour la fin de l'année. Et merci encore, Christian Escriva, pour votre précieux témoignage. Merci, merci.